Les chefs aux fourneaux sont afro-descendants, afropéens, africains installés depuis quelques années ou bien en escale, et cette cuisine on la goûte ce dimanche à 11h30 en temps universel. Le goût du monde. Clémence Denagy sur RFI. Vous écoutez Radio France Internationale, 18h30 en temps universel, 1 heure de plus ici à Paris. Afrique-Soir. Voici une nouvelle demi-heure d'information consacrée à l'Afrique. C'est avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir. Bonsoir Philippe Le Caplin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la politique au Sénégal, le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Pour la première fois, Ousmane Sonko se prête au jeu des questions-réponses, l'occasion pour le Premier ministre de s'expliquer devant les parlementaires sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes, rapport sur l'audit des finances publiques couvrant la période de gestion de 2019 au 31 mars 2024. Une convergence régionale des pratiques de répression au Sahel, conclusion d'un rapport de la Fédération internationale des droits humains et de l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, documente qui recense de nombreux cas de harcèlement, voire d'attaques ciblées contre les défenseurs des droits humains et plus largement de toutes les voix discordantes dans la région. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo écope de 6 mois de prison ferme, Tadjou Atada, était poursuivi pour harcèlement sexuel par une athlète, des faits requalifiés ce matin en harcèlement moral par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Oui, au Sénégal, Ousmane Sonko était face aux députés depuis cet après-midi. Le Premier ministre a participé aux premières questions d'actualité au gouvernement depuis les élections législatives de novembre dernier. Bonsoir Gwendal Lavina. Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous. Une séance au cours de laquelle Ousmane Sonko est longuement revenu sur la situation économique et sociale particulièrement tendue dans le pays. Oui, 12 questions en tout, 8 pour la majorité, 4 pour l'opposition, 4 minutes de questions pour chaque député, 8 minutes de réponse pour les ministres et 12 pour le Premier ministre, avec de fortes tensions par moment, car la plupart des questions a effectivement porté sur ce rapport de la Cour des comptes publié la semaine dernière, mettant en cause la gestion des finances par les autorités sortantes sur la période 2019-2024. Dans sa première réponse sur le sujet, le Premier ministre sénégalais qualifie de particulièrement catastrophique et inquiétant le rapport, expliquant qu'il nécessite, je cite, de la part de nous, citoyens sénégalais, un vrai sursaut. Sur le contexte social tendu, Ousmane Sonko a rappelé que des discussions seront entamées la semaine prochaine avec les partenaires sociaux. Nous serons très flexibles sur tout ce qui nécessitera de la flexibilité, mais nous serons fermes et intransigeants sur toute demande anormale et au-delà des capacités du pays, a-t-il lancé. Sur l'économie et les difficultés de la population, enfin, le Premier ministre a aussi annoncé que le gouvernement envisage de mettre en œuvre prochainement une seconde phase de réduction des prix des produits de première nécessité, comme il l'avait fait quelques semaines après l'arrivée au pouvoir du PASTEF en avril dernier. Gwendal Lavina en direct de Dakar. Revenons à présent sur les assises nationales qui se sont achevées hier au Niger. De nombreuses recommandations ont été formulées. On retiendra par exemple l'amnistie pour tous les militaires qui ont participé au coup d'État de juillet 2023, l'élévation du général Tiani au grade de général d'armée 5 étoiles, la dissolution de tous les partis politiques et surtout la durée de la transition fixée à 5 années renouvelables, la recommandation que le général Tiani, chef de la junte, s'est engagé à mettre en œuvre. Réaction d'un opposant en exil, Daouda Takubakoy est ancien directeur de cabinet adjoint de Mohamed Bazoum, le président déchu est toujours détenu. Le général Tiani ne tient pas sa promesse. Il avait dit que la transition ne serait dépassée 3 ans. Donc nous, on n'est pas surpris parce qu'il fallait juste voir les gens qu'ils ont invités aux assises, des gens qui sont totalement acquis. Donc ce n'est vraiment pas une surprise pour nous. C'est des conclusions qui avaient été rédigées bien avant. Ça fait déjà presque 1 mois qu'on entendait le délai de 5 ans. Ça veut dire que les assises n'ont été que pour applaudir. La dissolution de tous les partis politiques. On a juste l'impression que l'élite militaire doit prendre sa revanche sur l'élite politique. Vous vous rappelez la conférence nationale souveraine qui avait presque remis les militaires à leur caserne, les a fait sortir du champ politique. Oui, la conférence de 1991. Maintenant, ils sont revenus, l'élite militaire est revenue, ils essaient de faire sortir
l'élite politique. Et surtout la limitation des partis à 2 ou 3 dans notre pays, c'est extrêmement dangereux. Nous sommes habitués au multipartisme. En plus, qui va créer ces 2 partis? Est-ce que c'est les militaires ou bien à qui on va demander de créer les 2 partis? Voilà, Daouda Takoubakoy, ancien directeur de cabinet adjoint de Mohamed Bazoum, donc Daouda Takoubakoy, opposant en exil, opposant nigérien en exil. Au Mali, les habitants de Dianké rentrent progressivement chez eux. Ce village de la région de Tombouctou, entre Léré et Niamfunké, s'est vidé de sa population depuis mardi soir. Les djihadistes du JNIM avaient exigé des habitants qu'ils quittent leur village sans donner d'explication. Selon les sources locales jointes par RFI, les habitants ont commencé à regagner leur domicile depuis hier soir. L'armée malienne a-t-elle convaincu les habitants de rentrer? Les djihadistes ont-ils eux-mêmes donné leur autorisation? Sur tous ces points, les informations sont encore contradictoires. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, règne actuellement un calme relatif sur les différentes lignes de front. Mais des déplacements de population sont signalés sur l'axe Kamanyola-Ouvira dans la province du Sud Kivu. Calme précaire également dans le Nord Kivu à Lubero-Centre après une journée de panique provoquée par un groupe de militaires relevés du front selon l'armée. Et c'est dans ce contexte que Michel Rukunda, alias Makanika, a été tué. C'était le 19 février dernier dans la région de Minambwe au Sud Kivu. C'est ce que confirment en tout cas aujourd'hui plusieurs sources. Ancien colonel de l'armée congolaise, il avait fait défection en 2020 pour rejoindre le maquis et organiser un groupe d'autodéfense. Il était présenté comme le chef des Twiraneho, un groupe armé que les experts des Nations Unies décrivent comme ayant des liens avec l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC, dont fait partie le M23. Explication, Patient Ligodi. Selon des sources concordantes, l'ex-colonel de forces armées de la RDC, Michel Rukunda, a été tué mercredi vers 11h lors d'une frappe de drone. L'attaque a ciblé son quartier général à Bekangala, une zone montagneuse située à une dizaine de kilomètres des Minembwe Centre. Selon ces sources, il a été pris par surprise, aucun tir n'ayant été signalé dans la zone les 2 jours précédant l'attaque. Il est mort aux côtés de plusieurs de ses gardes du corps. Le groupe armé Twiraneho qu'il dirigeait accuse l'armée congolaise d'être à l'origine de cette frappe. Natif des Minembwe, il connaissait parfaitement sa région. À 51 ans, Makanika figurait depuis l'année dernière sur la liste des personnes sanctionnées par les Nations Unies. Il était accusé de recruter des enfants dès l'âge de 12 ans pour les envoyer au combat. Une pratique documentée par l'ONU depuis février 2024. Son nom apparaissait également sur la liste noire des États-Unis. Mais au sein de sa communauté, il était perçu comme un homme ayant renoncé à son statut de colonel dans l'armée congolaise pour organiser un groupe d'autodéfense et protéger les villages et le bétail face aux tensions locales. Sa mort a exacerbé la situation sécuritaire. Ce vendredi, de nouveaux affrontements ont opposé les forces armées de la RDC aux combattants des Twiraneho. Selon un membre du groupe armé, l'armée congolaise aurait profité du deuil pour lancer une attaque. Voilà les explications de Patient Ligodi et puis cette déclaration du président ougandais Yoweri Museveni. L'engagement militaire de l'Ouganda dans l'est de la RDC aux côtés de l'armée congolaise n'a rien à voir avec le M23. C'est précisément ce qu'affirme ce vendredi le président ougandais dans un contexte d'avancée éclair du groupe armé et de ses alliés rwandais, avancée qui fait craindre un embrasement régional. Pour mémoire, ces dernières semaines, les combattants du M23 se sont emparés de Goma et Bukavu, capitale provinciale du Nord Kivu et du Sud Kivu, après avoir déjà conquis depuis 2021 de vastes pans de cette région riche en ressources naturelles. Présente au nord, en Ituri, l'armée ougandaise a annoncé mardi le déploiement de troupes à Bunia, chef-lieu de cette province frontalière de l'Ouganda et théâtre d'attaque de groupes armés, notamment du M23 et des forces démocratiques alliées, les ADF. L'Afrique du Sud, le premier hôte africain d'un sommet du G20, plaide ce vendredi pour un processus de résolution du conflit ukrainien impliquant toutes les parties. Plaidoyer qui intervient quelques jours après des discussions américano-russes sans l'Ukraine. Pretoria, qui a dans la foulée invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une prochaine visite d'État. La guerre en Ukraine et les dangers d'un équilibre mondial bouleversé ont dominé la réunion des chefs de la diplomatie du G20 à Johannesburg, en l'absence remarquée de l'Américain Marco Rubio. Afrique Soir sur RFI.